Salut, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon bout de temps, nous sommes en vie. Nous étions un petit peu terrassés par ces changements de climat. Maintenant, là, nous allons très bien par la grâce de Dieu. Merci à tous ceux qui m'ont appelé, savoir pourquoi ces grands silences. Je suis là, je suis des retours, je vais maintenant très bien. Nous allons aujourd'hui entamer notre sujet comme prévu sur les infections urinaires en général. Euh, Avant de partir de là, avant de partir sur notre grand sujet, j'ai fait un petit croquis sur l'appareil urinaire un croquis vraiment très simple. Je ne suis pas une bonne dessinatrice, juste pour avoir une idée sur l'appareil urinaire. J'ai jugé que c'était vraiment important pour nous tous de savoir comment est-ce que fonctionne notre appareil urinaire. On peut voir ici sur notre petit caméra. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je peux zoomer la caméra. Je crois que c'est un peu difficile, mais nous pouvons quand même voir notre appareil urinaire. On est là, ça c'est bon. Vous voyez ces deux grands boules ici. C'est des grands boules ici en forme de haricots, c'est ce qu'on appelle le rein. Et puis il y a le long tuyau ici qui est là, qu'on appelle l'uréter. Et puis cette histoire en forme de cône ou en forme de triangle, c'est ce qu'on appelle la vessie. Et puis ça, le petit tuyau ici, c'est l'urètre. En sachant que l'urètre chez la femme est plus court par rapport à l'homme. Alors chez l'homme, il est très long. Mais chez la femme, il est vraiment très court, c'est à peu près 4 cm. Raison pour laquelle il y a même des infections urinaires à répétition chez la femme. Parce que vous voyez déjà, quand il y a une infection ici, ça entre directement au niveau de la vessie. Et puis, ça peut partir dans d'autres parties. C'est ce qu'on constate que chez la femme, vraiment, ils font beaucoup d'infections urinaires. C'est vraiment la grande raison, c'est à partir de son urètre qui est trop petit. C'est ce que je vous ai montré, c'est juste un appareil urinaire en général chez l'homme et chez la femme. Mais chez l'homme, ça ne se présente pas de cette manière parce que chez l'homme, l'urètre ici est très long qui va vers des parties des organes génitaux. Ça va quand même faire des cloisonnements par-ci par-là, ça va aller se communiquer avec, ça va aller se rencontrer avec des canaux déférents, avec le testicules, des épididymites. On aura différentes parties des urètres. Il va se répartir en plusieurs parties. C'est vraiment très long. Raison pour laquelle chez l'homme, on ne voit pas trop d'infections urinaires par rapport à la femme. Et puis, nous savons que le rein, c'est un organe qui est très important pour le corps. Ça permet de filtrer les sangs. Et à partir d'ici, quand ça filtre les sangs, ça renvoie le déchet. Il y a une formation des urines et les petites urines vont traverser dans ces tuyaux et puis ça va couler jusqu'ici au niveau pour être stocké au niveau de la vessie. Et puis si la vessie est pleine, on a envie d'aller uriner et puis ça va sortir au niveau de l'urètre ici. Donc c'est vraiment cette anatomie. Et puis nous savons que le rein joue un grand rôle au niveau dans le corps parce que le rein permet à une détoxification, c'est-à-dire à éliminer les déchets toxiques du corps pour que nous nous sentons vraiment mieux. Le rein joue le même rôle que le foie, ça permet une détoxification des déchets parce que les urines en question, c'est comme un poison. L'urine, c'est la résultante de filtration d'un filtrage au niveau de rein. Quand les reins filtrent le sang et les déchets là, ça forme les urines. Dans les urines, c'est vraiment très toxique pour le corps. Raison pour laquelle quand quelqu'un souffre par exemple d'une insuffisance rénale, cette personne est vraiment sujet à des risques très graves parce que le rein ne peut pas faire son travail comme d'habitude. Il accumule de poison dans son corps. Raison pour laquelle vous voyez comment se présente un insuffisant rénal, soit un insuffisant hépatique, un insuffisant hépatique, c'est-à-dire quelqu'un qui souffre du foie parce que ces deux organes sont très importants au niveau du corps. Mais nous avons
avons l'appareil génital est réparti en deux grandes parties. Il y a les appareils génitaux qu'on appelle les hauts appareils génitaux. Vous pouvez voir la localisation. Quand on parle des hauts appareils génitaux, on voit les reins et puis les urétères. C'est vraiment en haut. Et puis il y a l'appareil génital, le bas appareil génital, les bas appareils génitaux qui sont la vessie et puis les urètres plutôt. Pour ce qui concerne les infections urinaires, j'ai réparti les infections urinaires en deux, en trois. Il y a des infections urinaires qui sont simples, il y a des infections urinaires à risque de complications et puis il y a des infections urinaires graves. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment juste parler des infections urinaires simples. Mais nous savons que la vessie, quand il y a une accumulation de germes ou de microbes au niveau de la vessie, ça donne une inflammation au niveau de la muqueuse vésicale. C'est ce qui cause ce qu'on appelle une cystite. Mais quand il y a une infection au niveau de rein, il y a une inflammation au niveau du parenchyme du rein, c'est ce qu'on appelle une pyélonéphrite. Mais aujourd'hui, je ne vais pas trop vous embrouiller avec les termes ou avec des maladies. Nous allons parler d'une infection urinaire qui est plus fréquente, surtout chez la femme. C'est ce qu'on appelle la cystite. Les cystites, s'il faut les dire, on a les cystites aiguës et récidivantes. Ce sont ces cystites qui font partie des infections urinaires simples. À ce qui concerne les infections urinaires à risque des complications et puis les infections urinaires graves, nous n'allons pas entamer ça aujourd'hui. Nous allons parler ça dans les jours prochains. Mais aujourd'hui, nous allons juste nous limiter au niveau des infections urinaires simples. Nous savons que la cystite, c'est une inflammation au niveau de la vessie. Alors, le germe qui sont à la base de cette cystite, on a plus des bactéries qu'on appelle les bactéries qu'on appelle les Escherichia coli. Les Escherichia coli, c'est une bactérie aussi qu'on retrouve au niveau des intestins. C'est ce qu'on appelle les Escherichia coli qui proviennent aussi au niveau des intestins. C'est un peu bizarre, mais je vais quand même vous expliquer. Il y a aussi des cystites qui ne sont pas bactériennes, des cystites qui ne sont pas bactériennes qu'on appelle les cystites interstitielles, c'est-à-dire des cystites qui est dit à juste un défaut de la muqueuse de la vessie. Parce que quand je parle de la muqueuse de la vessie, c'est-à-dire qu'on a la vessie ici, la vessie qui est là, c'est un organe qui est vide en principe. Ça se remplit seulement quand il y a des urines qui sont accumulées là. Mais dans la vessie, il y a une muqueuse, c'est juste une muqueuse. La vessie est formée d'une muqueuse. Une muqueuse, c'est comme une enveloppe. Mais quand cette enveloppe est un peu défaillante, c'est-à-dire ça ne permet pas de jouer son rôle, ça peut causer quand même, ça peut causer une infection ici, et puis ça peut causer une cystite. Mais cette cystite n'est pas d'origine bactérienne, c'est ce qu'on appelle une cystite interstitielle. Même si vous faites les examens au niveau des labos, vous n'allez pas trouver de bactéries. Donc c'est juste un défaut de cette muqueuse, de cette paroi qui donne la cystite. C'est vraiment il y a une différence entre la cystite interstitielle et puis la cystite bactérienne qui est causée par les Escherichia coli, qui est une bactérie au niveau des intestins. Comme je l'ai dit, c'est un peu vraiment bizarre quand je parle des intestins, je parle des cystites. Vous allez quand même comprendre ça après. On a aussi des cas rares, des microbes qui peuvent aussi causer des cystites. Il y a quand même des champignons, comme on dit des mycoses, quand on parle des mycoses, c'est un peu ça. Il y a aussi, je disais, les cystites peuvent être causées par les champignons chez les immunodéprimés, c'est-à-dire les gens à VIH. Ils font beaucoup de candidoses vaginales, des candidoses causées par le champignon. Ça peut aller aussi par contiguïté, causer une cystite, mais ce sont des cas qui sont rares. Chez les gens, comme j'ai dit, chez des gens après chimiothérapie, les gens avec des cancers, par exemple, une chimiothérapie, ça peut aussi favoriser un terrain de cystite, par exemple. Aussi, il y a des cystites aussi qui sont causées par une radiothérapie. Quand je parle de radiothérapie, vous savez, dans le cas des cancers du col, on est en train de radier les corps, c'est-à-dire d'envoyer les rayons ultraviolets vers le col. Cela aussi peut endommager,
pour causer une cystite. Mais ce sont des cas qui sont très rares, d'où au laboratoire, on peut voir il n'y a aucune bactérie. Donc, il faut aller comprendre directement ce n'est pas d'origine bactérienne. Alors, nous avons des symptômes ou des signes qui peuvent nous conduire que c'est une cystite, surtout chez les femmes. Le signe, on a résumé peut-être à 8 signes. Le premier signe qu'on appelle une urgenturie. Vous sentez déjà le mot urgence à l'intérieur, c'est-à-dire vous avez un besoin impérieux, c'est vraiment urgent, il faut aller uriner. C'est ce qu'on appelle urgenturie, c'est-à-dire que vous sentez vraiment que vous devez aller uriner, vous ne devez pas vous stopper. Ça c'est vraiment un signe d'une infection urinaire, parce que nous savons bien qu'on peut avoir envie d'uriner, mais on a quand même cette capacité de retenir les urines. Mais dans les cas de cystite, vous n'avez pas cette capacité de retenir parce que c'est vraiment urgent, vous devez le faire. Et puis, deuxième signe, c'est ce qu'on appelle une pollacurie. Ça, c'est un terme médical. Pollacurie, c'est-à-dire que vous allez uriner à chaque instant, même si en petite quantité, mais à chaque fois, vous devez aller uriner. À chaque minute, vous allez uriner. Plusieurs fois, vous allez uriner. Que ce soit la nuit ou la journée, pendant la journée, vous urinez tellement trop, même si c'est en petite quantité, mais vous urinez beaucoup. C'est ce qu'on appelle une pollacurie. Et puis, on a aussi le troisième signe, on a une dysurie. Une dysurie, c'est-à-dire que vous avez une difficulté d'uriner. Donc, avant d'uriner, vous devez faire un effort. Vous devez vraiment, vous sentez une sensation désagréable pour aller uriner. C'est ce qu'on appelle une dysurie. Vous sentez un peu mal. La plupart des cas, c'est accompagné des brûlures. Vous avez vraiment mal, vous avez mal à uriner. Je pense que vous avez déjà senti ça, vous avez déjà senti ces cas. Vous avez envie d'uriner, mais ça fait très mal. Vous ne pouvez pas faire sortir les urines, et puis c'est comme s'il y a une brûlure là. C'est ce qu'on appelle une dysurie. Et puis le quatrième signe, on parle des urines, on parle aussi, il y a des douleurs au niveau de six pubiennes, douleurs au niveau, tu vois, là où il y a la vessie ici, mais dans cette partie ici, vous avez au-dessus de la vessie, vous avez une douleur suprapubienne, c'est-à-dire au niveau du pubis, là, vous avez vraiment cette région-là, ça fait très mal. C'est vraiment un des signes de cystite, d'une infection au niveau de la vessie, parce que la vessie est inflammée, vous avez vraiment des douleurs un peu au niveau de cette région-là. Et puis, on a aussi, des fois, nous avons des urines qui sont malodorantes. Quand vous allez uriner, vous sentez vos urines qui sont vraiment très malodorantes, ça ne sent pas bien. Vous allez comprendre que mes urines ne se sentent pas de cette façon. Et puis parfois aussi, il y a un changement de couleur. C'est comme si les urines ne sont pas comme d'habitude, mais il y a peut-être une couleur un peu blanche, un peu purulente. C'est vraiment un signe d'infection. Des fois aussi, vous avez qu'on appelle une hésitation urinaire, c'est-à-dire vous urinez, vous savez, la première fois, vous allez, surtout plus chez les garçons, quand vous allez vous uriner pour la première fois, et puis vous stoppez. Donc, les jets urinaires ne suivent pas son cours normal. Vous urinez, vous stoppez, vous urinez, donc vous hésitez. C'est aussi un des signes des infections urinaires. Donc, vous avez tous ces signes-là. Quand vous sentez ça, vous devez comprendre que vous êtes en face d'une infection urinaire. Et puis, le dernier signe, on peut parler d'une hématurie. Hématurie veut dire on a la présence de sang au niveau des urines. Ce n'est pas vraiment un signe qui est inquiétant. Vous n'avez pas à vous inquiéter ou à avoir peur. C'est normal parce que ça fait partie d'un signe d'infection urinaire. Mais cette hématurie, vous pouvez la voir ou vous ne pouvez pas la voir. C'est ce qu'on appelle, il y a une hématurie qui est microscopique. Quand on parle d'hématurie microscopique, c'est-à-dire on ne peut que voir ces sangs au niveau des laboratoires, au niveau des microscopes. C'est pour ça, raison pour laquelle si vous faites attention, quand on vous donne un bon des laboratoires, il y a le résultat qui vient. Le docteur va vous dire, le personnel soignant qui vous dira, ou le laboratoire vous dira que non, on a trouvé des globules rouges au niveau de vos urines. C'est-à-dire on a trouvé du sang. Le sang au niveau des urines, ce n'est pas vraiment trop inquiétant, il ne faut pas avoir peur, c'est juste normal parce que vous avez une infection urinaire, surtout pour la cystite, c'est vraiment normal, ce n'est que normal que vous ayez des globules rouges au niveau du sang. Mais il y a aussi des fois, vous pissez, vous sentez qu'il y a des sangs au niveau des urines, il ne faut pas aussi trop vous inquiéter même.
Chez la femme, surtout, c'est normal, mais chez l'homme, c'est un peu inquiétant. Pourquoi? Parce que en cas de cystite chez l'homme, quand il y a une hématurie comme ça, quand il y a une présence de sang au niveau des urines, il faut craindre aussi qu'il y a peut-être une lésion au niveau de la prostate, ou bien il y a une lésion au niveau de la vessie, surtout chez l'homme. Donc, vous devez vraiment faire élargir votre bilan, élargir vos examens pour voir si la lésion de la vessie existe ou pas, ou la lésion de la prostate existe ou pas chez l'homme surtout. Et puis, on a parlé des cystites récidivantes. Quand je parle des cystites récidivantes veut dire que il y a 4 épisodes de cystite, c'est-à-dire la même infection revient à 4 fois au courant d'une année. Donc, vous avez fait 4 fois la même infection au courant d'une année. Là, vous pouvez conclure que c'est une cystite qui est récidivante. Maintenant, les facteurs qui sont déclenchants, des facteurs qui déclenchent cette cystite. La plupart des cas, surtout chez la femme, c'est dit à l'anatomie de son appareil urinaire ou l'anatomie du périnée. Nous savons bien que la distance entre l'urètre et puis la vessie chez la femme, c'est vraiment très court. C'est la même façon, la distance entre l'urètre et puis le rectum ou l'anis, c'est aussi court chez la femme. Raison pour laquelle nous allons énumérer quelques facteurs favorisants pour les infections urinaires, qui est la cystite chez la femme. Le premier facteur favorisant, il y a les rapports sexuels. Il y a les rapports sexuels. Je sais que tout le monde sera étonné pourquoi vous parlez des rapports sexuels. On parle des rapports sexuels parce que cela ne veut pas dire ce que vous pensez que non, c'est l'homme qui transmet la maladie chez la femme. Non, même pas ça. Pendant les rapports sexuels, nous avons le mouvement des pénis au niveau du vagin. S'il faut le dire, quand il y a un mouvement des pénis au niveau du vagin, il y a déjà des microbes. L'homme peut amener les microbes qui sont au niveau des microbes qui sont au niveau du vagin, et puis les amener pour continuer son chemin et puis aller au niveau de la vessie. Vous voyez ces mouvements-là, les microbes étaient au niveau des vagins et c'était resté latent et ça ne bougeait pas, mais au fil du temps, quand vous faites le rapport sexuel, ces mouvements-là, ça peut bouger les germes qui est au niveau du vagin et puis aller au niveau de la vessie. Donc, ce n'est pas l'homme qui vous transmet cela. C'est juste des microbes qu'il a trouvés là, mais au fait, pendant ces moments intimes, ce n'est que normal, il y a des mouvements et puis ça permet à ce que ces germes puissent aller vers la vessie et puis vous allez faire vous allez faire plutôt une cystite comme ça. Donc, la cystite, c'est pas une infection, c'est pas une MST, c'est pas une maladie sexuellement transmissible. Donc, l'homme joue juste le rôle d'un vecteur, s'il faut le dire. Pas vraiment vecteur, il est là seulement pour favoriser l'entrée de ces microbes du vagin vers la vessie. Aussi, quand vous changez de partenaire, il y a aussi la flore vaginale qui est aussi différente d'une personne à l'autre aussi. Quand vous changez de partenaire, ça peut aussi créer cette histoire aussi de cystite. Donc, un deuxième facteur favorisant ou déclenchant, nous avons ce qu'on appelle une constipation. La constipation aussi crée des cystites. Pourquoi? Parce que pendant la constipation, on ne peut pas aller à selle. Les selles sont stockées au niveau des intestins, et surtout au niveau du rectum. Raison pour laquelle quand il y a des selles qui sont stockées au niveau du rectum ou au niveau de l'intestin, dans le rectum c'est la partie inférieure de l'intestin, la dernière partie là, les selles sont stockées là, surtout les gens qui font des constipations, vous sentez il y a un pesanteur au niveau de votre anus. Donc quand il y a cette accumulation de selles, il y a aussi une augmentation des germes qui étaient au niveau des intestins. La plupart de ces germes, c'est des Escherichia coli. Donc, ces germes augmentent le fait que les selles restent là. Et puis, par contiguïté, s'il faut le dire, surtout chez la femme, par contiguïté, parce que la distance entre les rectums et l'urètre est tellement trop courte, et par contiguïté, les germes vont aller acheminer jusqu'au niveau de la vessie. Et raison pour laquelle il y a des gens qui font aussi une cystite parce qu'ils ont des constipations. Il y a aussi la diarrhée, c'est le même mécanisme que la constipation. Le quatrième facteur favorisant, nous avons aussi
de boissons insuffisantes, c'est-à-dire quand vous ne buvez pas trop de l'eau, ce n'est que normal, vous n'allez pas trop uriner parce que vous êtes là, vous stockez vos... Il n'y aura pas trop d'urine hein, quand vous ne buvez pas assez d'eau. Ce n'est que normal, vous devez boire beaucoup d'eau pour essayer de nettoyer votre vessie, de nettoyer votre appareil génital. C'est vraiment très très important. Du fait que vous ne buvez pas trop d'eau, il y a des germes qui sont là au niveau de la vessie, ils vont rester, ils vont aller nulle part parce qu'il n'y a pas assez d'urine pour être éliminé. Donc quand vous buvez trop d'eau et vous allez boire aussi, vous allez uriner beaucoup, et c'est ce qui permet c'est que les germes puissent être éliminés de votre corps. Nous avons aussi le dernier facteur favorisant qu'on appelle les statuts hormonales. Quand on parle des statuts hormonales, il y a des situations dans ces cas. Les statuts hormonales, peut-être en cas de la ménopause. La ménopause, nous savons la ménopause chez la femme. Dans la ménopause, nous avons une diminution de l'hormone qu'on appelle l'estrogène. Nous savons que parce que la femme a des hormones, la progestérone et puis les estrogènes. Quand il y a une diminution des estrogènes, parce que ces estrogènes-là sont à la base, ils sont là pour aussi équilibrer la flore vaginale aussi. C'est vraiment important parce que notre flore vaginale elle-même, le vagin elle-même a des bactéries qui sont trop importantes pour nous, pour que cela nous protège aussi contre d'autres infections. Raison pour laquelle, étant que femmes, nous ne pouvons pas mettre n'importe quoi dans notre vagin, parce que dans notre vagin, nous risquons de tuer des germes qui sont appropriés pour le vagin, qui sont là pour nous protéger. Et puis, raison pour laquelle on dit toujours à la femme, quand vous faites un bain intime, vous ne devez pas mettre du savon, vous ne devez pas mettre n'importe quel produit au niveau du vagin, ne fût-ce qu'utiliser seulement de l'eau, parce que nous savons, pour protéger cette flore vaginale, pour protéger les bactéries qui sont là pour nous protéger contre des infections. Mais en cas de la ménopause, quand il n'y a pas des estrogènes, il y a une diminution de cette hormone, c'est là aussi fait assez qu'il y a un déséquilibre au niveau du vagin. Ces bactéries aussi ne peuvent pas jouer leur rôle. Donc, raison pour laquelle les femmes ménopausées aussi sont susceptibles à faire des cystites. Aussi, toujours dans les cas des statuts hormonaux, nous avons aussi des jeunes filles, surtout des jeunes filles qui sont sous contraceptifs, des sous-contraceptifs qui sont microdosés en estrogène. On vous donne des petites quantités, des petites doses d'estrogène. Donc, on n'apporte pas assez d'estrogène en vous. Cela aussi peut causer aussi un déséquilibre de la flore vaginale. Donc, il faut faire très attention avec des contraceptifs. Ces gens-là font aussi beaucoup d'infections urinaires. C'est vraiment ça la cause de ce que nous avons la cause de ce que nous avons comme cystite. Et puis nous passons à ce que nous appelons les diagnostics. Les diagnostics, c'est un diagnostic qui est paraclinique, c'est-à-dire que vous allez au laboratoire, on va vous faire un examen des urines qu'on appelle en termes médicaux les CBI, examen cytobactériologie urinaire, c'est-à-dire on va juste voir le nombre des cellules dans vos urines. On va voir aussi les bactéries en question qui causent le germe. Il y a des valeurs ici dont si on trouve que ces valeurs ne sont pas respectées, on peut conclure à une infection urinaire. Ça, je ne vais pas vraiment trop vous parler de ça parce que c'est très technique. Comprenez seulement quand vous avez une infection urinaire, vous allez faire un examen d'urine. Et puis pour un traitement, il y a un traitement qu'on appelle un traitement préventif et puis un traitement curatif. Pour la prévention, nous savons bien pour la prévention, il y a des mesures qui sont des mesures hygiéniques. Quand je parle de mesures hygiéniques, il faut peut-être bien vider, c'est-à-dire bien vider sa vessie, raison pour laquelle quand vous allez uriner, il faut vraiment être sûr, vous êtes détendu dans la toilette pour bien faire votre miction, pour bien uriner, c'est-à-dire rester vraiment détendu, ne soyez pas pressé pour faire pipi et aller vous mettre debout parce que le fait d'être pressé, ça risque même de stocker quelques quantités d'urine dans la vessie, cela aussi peut causer une infection. Donc, être détendu, prenez votre temps d'uriner pour vider votre vessie. Et puis, deuxièmement,
et puis boire beaucoup d'eau. Il faut boire vraiment beaucoup d'eau pour favoriser beaucoup d'urine, favoriser des mictions à chaque instant. C'est très important. Cela va aider aussi à stériliser, à laver votre vessie. Et puis faire attention à ne pas faire de constipation. Il faut toujours miser sur votre régime alimentaire, c'est-à-dire éviter des constipations, parce que nous avons dit que la constipation est un facteur déclenchant aussi des infections urinaires. Et puis, en cas de rapport sexuel, quand il y a un rapport sexuel, parce qu'on dit toujours que c'est l'homme qui pousse à ce que le microbe va du vagin vers la vessie. Je ne dis pas qu'il faut arrêter le rapport sexuel, c'est très important. Mais en cas de rapport sexuel, on recommande toujours, après rapport sexuel, on peut prendre une dose d'antibiotiques, juste une dose unique dans chaque post-coïtal, pour éviter ces infections urinaires. Je n'ai pas dit que c'est l'homme qui vous transmet l'infection, c'est juste ces mouvements des pénis qui font assez que le microbe était dans les vagins peut traverser vers la vessie. Donc, vous pouvez prendre une antibiotique à chaque rapport sexuel. Après chaque rapport sexuel, c'est très, très important aussi. Et puis, boire d'eau, beaucoup d'eau. Il faut éviter des sous-vêtements synthétiques parce que cela aussi cause des infections urinaires. Il y a aussi ce qu'on appelle les traitements curatifs. C'est quand on constate que vous avez une infection urinaire, on va voir si c'est une bactérie. On prescrira des antibiotiques. Comme je l'ai dit, il ne faut pas prendre des antibiotiques comme vous voulez. Ce n'est pas vraiment recommandé. Vous devez attendre l'avis du médecin pour qu'on vous prescrive les antibiotiques, parce que du fait que vous preniez trop d'antibiotiques, ça peut même aller dégénérer pour aller déséquilibrer votre flore vaginale et puis c'est-à-dire ça va détruire même le flore vaginal du fait de beaucoup d'antibiotiques, et ce déséquilibre aussi peut encore récidiver à des infections urinaires. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre thème, bien que nous n'avons pas eu assez de temps, mais la prochaine occasion, nous allons parler des cystites à risque de complications et puis des cystites graves. Nous passons à notre série de questions. Comme nous l'avions dit, il y a des gens qui nous ont envoyé des questions. La première question, je crois, on nous a envoyé quand même 4 questions aujourd'hui. On a quand même assez de questions. La première question nous pose la question: pourquoi chez l'homme l'infection urinaire est si grave que chez la femme, malgré que son appareil génital est ouvert de l'extérieur? La personne veut savoir pourquoi l'homme fait rarement des infections urinaires. Pourquoi l'homme fait rarement l'infection urinaire, mais quand il fait des infections urinaires, mais cette infection est si grave par rapport à la femme, parce que la femme, son organe génital est à l'extérieur, et puis c'est à l'extérieur, et pourquoi l'infection urinaire chez la femme n'est pas si grave par rapport à l'homme. Je vais un peu expliquer sur ce point. Nous savons que chez la femme, nous avons vu que l'urètre est plus court par rapport à l'homme. Donc, chez la femme, il y a l'urètre et il y a directement la vessie. Donc, ce qui fait qu'il y a un système qui est un système anti-reflux. Système anti-reflux, c'est-à-dire la vessie joue comme un système anti-reflux. D'où quand il y a les germes au niveau de la vessie, la vessie, comme on l'a dit, comment je peux expliquer? La vessie joue un rôle anti-reflux. La vessie ne peut pas envoyer les germes directement au niveau des reins. Ça joue comme un système, il va contrecarrer les germes dans son appareil, dans son contenu, du fait que la vessie contrecarre ces germes-là, ce qui fait que les infections vont se limiter la plupart des cas au niveau de la vessie, et puis ça va causer juste une cystite, et cela n'est pas trop grave chez la femme. Par contre, chez l'homme, entre l'urètre et puis la prostate, du fait que l'urètre est tellement trop long, on n'a pas un système anti-reflux. D'où quand il y a les germes
qui s'installent. Ces germes peuvent aller directement aussi, peuvent aller au niveau de la prostate, peuvent aller au niveau de l'épidémie et puis peuvent atteindre les reins. D'où quand il y a déjà une atteinte rénale ou une atteinte des autres organes, il y a une infection qui s'installe, mais cette infection qui est plus grave parce que l'atteinte des reins déjà, ça donne une infection urinaire très grave. On a une question qui m'a été posée. Quelles sont les complications des infections urinaires, surtout chez l'homme? Chez l'homme, les complications, parce que nous savons que l'homme fait des infections urinaires qui est grave, les complications peuvent être, une cystite peut être transformée à une orchiépididymie, c'est-à-dire il y a une atteinte des testicules d'épididymie. Il y a aussi des rétentions urinaires. Ça se passe aussi chez l'homme. Il y a aussi d'autres complications comme on peut avoir un abcès au niveau des prostates, au niveau des reins. Et puis, la deuxième question, pourquoi les femmes font des infections urinaires à tout moment plus que les hommes? La raison, c'est juste l'urètre qui est trop court. C'est juste l'urètre est trop court par rapport à l'homme. Chez l'homme, l'urètre est trop long. Donc, chez l'homme, c'est difficile pour que l'homme fasse des infections urinaires à chaque instant. Troisième question, quatrième question, en cas d'infection urinaire, précisément de la cystite, faut-il accuser les partenaires? J'ai dit non parce que le partenaire n'est pour rien. Ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible. Donc, l'homme est là juste quand, au moment des rapports, c'est ces mouvements de pénis font assez que le germe qui était dans votre vagin va transférer, va cheminer jusqu'au niveau de la vessie. L'homme n'est pour rien dans ces cas ici. On me pose la dernière question, quel est le rapport entre l'infection urinaire qui est la cystite et puis les mycoses vaginales? C'est une très bonne question, une question de compréhension. Nous avons dit que le vagin a une flore qui est équilibrée selon que Dieu l'a créé. Mais en cas d'une infection, ça peut déséquilibrer cette flore vaginale. Nous savons que la mycose vaginale, c'est déjà une infection due aux champignons. Ça peut favoriser une cystite par un champignon, c'est-à-dire quand la flore vaginale ne sait pas en cas de mycose vaginale et que la flore vaginale ne sait pas combattre contre cette infection, ça peut laisser le microbe traverser pour aller vers la vessie et puis avoir une cystite à champignons. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que nous allons nous revoir dans notre prochain numéro. Je vous dis merci, bye.